Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une vidéo de disparition très inquiétante, très mystérieuse et très peu médiatisée malheureusement. Il s'agit de la disparition de Jean Villemart Tessier qui s'évapore sans laisser de traces en août 2023. Ce dossier est pris en charge entre autres par l'ARPD. Alors l'ARPD, c'est pour celles et ceux qui nous rejoignent l'association Assistance et Recherche de personnes disparues, association pour laquelle je suis vice-présidente nationale et enquêtrice bénévole. On se retrouve juste après ça. Petit aparté, avant de commencer la vidéo, je voulais souligner le travail formidable des enquêteurs ARPD de ce dossier et remercier également la famille de Jean de me faire confiance pour sortir cette vidéo et donc de m'avoir envoyé énormément d'éléments. Également, je vous demanderai vous de commenter pour les soutenir, donc de commenter dans la partie commentaires qui vous est réservée et également de partager cette vidéo et de la liker afin qu'elle soit beaucoup plus mise en avant et de lui donner de la visibilité, peut-être pour obtenir le témoignage qui va tout changer. Je vous remercie énormément et on peut commencer la vidéo. Jean Villemart Tessier est né le 9 octobre 1992 à Chambéry, dans le département de la Savoie, en région Auvergne-Rhône-Alpes. Il a aujourd'hui 32 ans et au moment de sa disparition, il avait 30 ans. Au moment des faits, il habite chez ses parents à Saint-Joire-Prieuré, qui est une petite commune située en Savoie, entre les villes de Chambéry au nord et Pontcharrat au sud. Pontcharrat, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo, je vous la mets ici, vous allez voir, j'étais même allée sur place. Jean est un jeune homme très apprécié et très sensible, c'est en tout cas dans ce sens qu'il est décrit par son frère Charles et ses deux sœurs Adeline et Manon. D'ailleurs, il s'entend très bien avec toute sa fratrie. Jean a une formation de moniteur éducateur, il a également passé son brevet professionnel responsable d'entreprise agricole ou BPREA. Il avait travaillé dans le maraîchage dans différentes fermes afin de se faire la main et dans le but final d'ouvrir sa propre ferme de maraîchage tout en aidant certaines personnes à se réinsérer. En effet, Jean est très altruiste et veut tout le temps aider les autres, quitte même à se faire passer au second plan. Il avait prévu en septembre 2023 de travailler dans une exploitation de morilles. Malheureusement, il disparaîtra avant. Jean fait passer son extrême sensibilité à travers son art. En effet, il peint beaucoup, il aime la photo, il réalise des fresques, des graffitis et il aime beaucoup le street art. À côté de cela, il entretient un rapport étroit avec la nature. Il aime les randonnées, la montagne et aussi le parapente. Il a d'ailleurs réalisé avec son frère un stage de parapente en mai 2023. Il avait particulièrement apprécié. Je suis le frère cadet de Jean, on est une fratrie de 4 enfants. On est très soudés, on est très proches, on passe beaucoup de temps ensemble, avec notamment, pour mon frère et moi, du coup, nos neveux, les enfants de nos deux sœurs. On a eu la chance, mon frère et moi, de faire un stage de parapente au mois de mai 2023. C'était un moment très fort qu'on avait envie de vivre depuis des années, de pouvoir enfin apprendre à voler. Mon frère Jean, c'est quelqu'un qui est très proche de la nature, qui s'intéresse aux plantes, qui s'intéresse à l'apiculture, qui a des amis apiculteurs, qui est aussi très artiste. Depuis qu'il est tout petit, il joue de la batterie, donc il aime tout ce qui est percussion, il a appris la guitare tout seul. Il joue énormément de musique et c'est quelque chose de très important pour lui. Parallèlement à ça, il avait vraiment du mal à évoluer dans la société actuelle. En fait, il ne s'y retrouvait pas. Il la trouve trop violente et assez peu tournée vers les autres. Depuis 3 ans, il s'intéresse énormément à la religion et notamment au protestantisme. Il se fait d'ailleurs baptiser à 28 ans. Il fréquente énormément l'église Actes à Chambéry
et sa communauté protestante. Il s'y fait d'ailleurs beaucoup de connaissances et d'amis. À ce moment-là, on ne lui connaît pas de relation amoureuse, il est célibataire. Au moment des faits, il ne consommait plus d'alcool ni de drogue depuis plusieurs années. Il avait eu il y a quelque temps une mauvaise expérience. En effet, il avait mal supporté le combo fatigue, nuit blanche et cannabis lors de ses dures études en architecture et des charrettes associées. Avant sa disparition, il fréquentait évidemment beaucoup son domicile, mais également le domicile de connaissances issus de sa communauté, notamment un couple de pasteurs chez qui il allait, qu'il appréciait beaucoup parce qu'il œuvrait pour l'ouverture d'écoles en Afrique. Il échangeait beaucoup avec eux et il s'occupait également gracieusement de leur jardin. Mais il allait beaucoup également au domicile du pasteur de son église qui, au moment de sa disparition, était en voyage. Il gardait sa maison. Avant sa disparition, Jean était très fatigué. En effet, il dormait assez peu et avait de plus en plus de mal à accepter la société dans laquelle il vivait. Il était également de plus en plus porté sur la foi et semblait assez triste que certains membres de sa famille ne croient pas autant que lui en sa religion. Néanmoins, il continuait les semaines avant sa disparition de se balader et de voir ses amis. Nous arrivons peu de temps avant sa disparition, fin juillet 2023. C'est après un stage qu'il va effectuer que le comportement de Jean va pas mal évoluer et changer. En effet, les 24 et 26 juillet, il participe à une retraite de guérison dans une communauté chrétienne à Saint-Laurent-du-Pont, organisée par le Centre Hellel de France, constitué de bénévoles. Donc je connaissais pas du tout cet organisme de formation. Il s'appelle Hellel Ministries et c'est un organisme en partenariat avec la fraternité chrétienne. En gros, ils ont une vision, la même vision de restaurer le corps du Christ en France. Qu'est-ce que les retraites de guérison? D'ailleurs, Jean, je vous ai dit, a participé à une de ces retraites. Ce sont des retraites qui sont destinées à des personnes ayant besoin d'une aide dans la prière pour des domaines ciblés de leur vie. Et en effet, après cette retraite, Jean était assez remué. Apparemment, il y aurait des souvenirs d'enfance qui lui seraient remontés. Cela le perturbe tellement qu'il dort encore plus mal que d'habitude. En effet, il va en une semaine seulement dormir 21 heures, ce qui est vraiment très peu. Malgré le fait qu'à côté, sa famille essaye de l'entourer, d'être proche de lui et de l'écouter, de l'épauler. Quelques jours avant la disparition de Jean, c'est vrai qu'on l'a senti très perturbé. Il dormait extrêmement peu. Il nous l'avait dit. Voilà, il nous avait dit je dors à peine 2 heures par nuit. Je suis très très fatigué. Il était un petit peu perdu au niveau des dates, alors que c'est pas du tout dans sa nature. Il était assez stressé par plein de choses. Et c'est vrai que dans la nature de Jean, c'est quelqu'un qui est très sensible au monde qui nous entoure. C'est quelqu'un qui est touché par tout ce qui se passe dans la société, donc c'est un grand sensible. On le sent à ce moment-là très fragile psychologiquement et très fatigué, et il semble qu'il ne soit plus en possession de tous ses moyens. En effet, son comportement semble osciller entre des phases où il est vraiment calme et des moments d'agitation et de suractivité. Et on parle de ça, c'est seulement quelques jours avant sa disparition. On arrive au moment des faits, le jour de sa disparition, soit le jeudi 3 août 2023. Il est en matinée chez le couple de connaissances, le couple de pasteurs chez qui il aime passer du temps. À un moment, il veut repartir et prendre son véhicule, mais le couple le trouve trop fatigué et l'en empêche. Il va rester avec eux jusque début d'après-midi et en début d'après-midi, il va retourner chez lui où il va retrouver ses parents, notamment son père. À ce moment-là, il échange avec son père, il dit que c'est le moment de partir. Son père ne comprend pas vraiment, mais on sent vraiment qu'il est fatigué et que son discernement semble altéré. Il va s'agiter, il va mettre pas mal d'affaires à lui dans son véhicule qui est une sorte de fourgon blanc Mercedes. Il va mettre des vêtements, des livres, des outils, son ordinateur, une couette, entre autres. Il tenait des propos assez incohérents qui montrait qu'il ne possédait pas tous ses moyens cognitifs et psychologiques à ce moment-là. À noter, je le précise, qu'il n'a jamais
était diagnostiqué chez lui un trouble psychologique. Il part à 16h45 après avoir serré une de ses sœurs qui était là et son père dans ses bras et après qu'il se soit dit qu'ils s'aimaient. Et il part avec son fourgon blanc, sa Mercedes blanche dont on connaît l'immatriculation. Il avait prévu le week-end qui suivait, donc le week-end du 5 et 6 août, de rejoindre un de ses amis dans les Hautes-Alpes, au col du Noyer, à environ 2h30 de chez lui. Ils avaient prévu de continuer l'aménagement de son fourgon. Également le lendemain, donc le lundi 7 août, il avait un rendez-vous avec une amie à Gap, situé à une quarantaine de minutes de chez son amie qu'il devait rejoindre pour le week-end. Puis le mardi 8 août, il avait un rendez-vous vers 14h. Malheureusement, il n'honorera aucun de ses rendez-vous parce qu'il va disparaître officiellement le jeudi 3 août 2023, donc le jour où il part de chez ses parents avec son fourgon qu'il a rempli de ses affaires. Après son départ, sa famille est inquiète et donc va appeler de suite la gendarmerie de Challes-les-Eaux, mais également un pasteur sur Gap, supposant potentiellement qu'il s'était rendu là-bas, mais ça ne va rien donner. Le lendemain, soit le vendredi 4 août 2023, ils essayent à nouveau, sa famille et ses proches, d'appeler Jean sur son téléphone. Malheureusement, il ne va pas répondre et son téléphone est éteint. Donc c'est très inquiétant et c'est ce jour-là que la disparition inquiétante de Jean va être déclarée à la gendarmerie de Challes-les-Eaux. Le dossier de la disparition de Jean va rapidement être transmis à la gendarmerie de Bourdoisan en Isère. Alors pourquoi ce changement de gendarmerie? Tout simplement parce que dès le lendemain de la disparition, le fourgon de Jean va être retrouvé. C'est totalement par hasard qu'il va être retrouvé. En fait, les gendarmes cherchaient un autre véhicule et ils sont tombés sur celui de Jean. Donc l'emplacement du véhicule ne va pas de suite être transmis à la famille. En effet, je pense qu'ils se sont dit que il s'agissait potentiellement d'un homme adulte qui a envie de disparaître volontairement, et un adulte peut disparaître volontairement sans pour autant en aviser sa famille ou ses proches. Mais 2 jours plus tard, sachant que Jean n'est pas réapparu, le lieu où a été retrouvé le véhicule va être communiqué à la famille. Le véhicule est retrouvé garé, isolé dans un parking reculé d'une commune du coin, livé et gavé sur un petit sentier en impasse situé à droite de l'entrée de la déchetterie. Aucune trace de Jean à l'intérieur et autour du véhicule. D'ailleurs, comme on peut le voir, le lieu est entouré par la départementale D1091 et la rivière de la Romanche plus bas. Les gendarmes vont perquisitionner le véhicule afin d'analyser son contenu. Et la famille ne peut donc pas de suite y avoir accès. Très important, évidemment, le signalement de Jean est communiqué. Donc au moment de sa disparition, Jean avait une barbe de 15 jours environ. Il mesure 1,72 m, il a les yeux noisettes et les cheveux châtains. Il présente une calvitie assez avancée. Le jour de sa disparition, il portait un t-shirt violet et un bas de jogging noir. Vous pouvez le voir, son physique est assez commun et nous le verrons par la suite d'ailleurs. Il est donc important de noter ses particularités physiques. Notamment, on peut observer un chevauchement au niveau de ses dents de devant, et une des dents de devant d'ailleurs, de ces 2 dents, est un peu abîmée, noircie. De plus, sa sœur Manon m'a rapporté une protubérance de la taille d'une noisette derrière son lobe d'oreille gauche. Donc à noter, au cas où vous avez un doute sur l'identité d'une personne, ce sont des éléments très importants pour distinguer 2 personnes que vous ne connaissez pas. Je vous mets également une vidéo de Jean pour que vous puissiez entendre sa voix, voir son visage qui bouge et qui parle, c'est très important pour les témoignages. Salut, joyeux Noël et passe de bon temps pour cette fin d'année avec ceux qui t'entourent et puis avec celui qui rend les choses joyeuses. À bientôt! Évidemment, donc les gendarmes entament leurs recherches. 4 jours après la disparition, une équipe cynophile avec un Saint-Hubert, donc vous savez ce sont des chiens reconnus pour leur excellent flair, a été déployée sur place pour explorer la zone autour du véhicule de Jean. Il a été très difficile, et ça l'est encore un peu aujourd'hui, d'obtenir des informations précises quant au parcours du Saint-Hubert. Les informations les plus complètes et précises ont été communiquées que très récemment à la famille. Ce qu'on sait, c'est que le chien aurait tourné au niveau de la déchetterie,
aurait longé la départementale sur une cinquantaine de mètres, serait passé dans la forêt juste en dessous. Il serait même rentré dans l'enceinte du dernier bâtiment à gauche avant la déchetterie. Il passe devant le mur d'escalade situé non loin du parking, je le vois à une vingtaine de minutes environ, mais il ne semble pas s'y arrêter plus que cela. La piste va s'arrêter devant le foyer municipal, 54 rue de Loisan. De toute façon, je vous mets tout à l'écran. Et donc, on ne sait pas ce qui s'est passé. Donc, soit le chien s'arrête parce qu'il n'a plus rien senti, soit il y a une défaillance à ce niveau-là, ou soit tout simplement, à ce moment-là, Jean est monté dans une voiture. Bon, il est à noter que malgré le très bon flair du Saint-Hubert, les résultats des équipes cynophiles ne sont jamais infaillibles, surtout qu'en plus de ça, entre la disparition et le déploiement de l'équipe cynophile sur place, il a plu et on le sait, lorsqu'il pleut, ça rend encore plus la tâche de l'équipe compliquée. À ce moment-là, les gendarmes n'ont conclu à aucun résultat concret. Depuis sa disparition, si on regarde niveau administratif, il n'y a aucun mouvement bancaire. D'ailleurs, il semble être parti sans moyen de paiement parce que son portefeuille a été retrouvé dans son camion. Par contre, sa famille va l'apprendre très tard, seulement en février 2024, qu'il va avoir fait des achats dont on ne connaît pas la nature, seulement 4 jours avant sa disparition, donc le 30 juillet 2023. Il a fait des achats à l'Intermarché du Touvet, qui est situé à une vingtaine de minutes de chez lui. Donc il en a eu à ce moment-là pour 126 € et il a effectué un autre achat de 30-35 € environ le même jour au Lidl. Donc je vous l'ai dit, pour le moment on n'a aucune information sur ces achats. Est-ce que c'est lui qui les a faits? Est-ce qu'il était tout seul? Les enregistrements de vidéosurveillance n'ont pas été saisis dans les temps, donc on n'a pas cette information, mais je pense qu'on peut encore savoir aujourd'hui la nature de ces achats. Peut-être que ça peut avoir une importance cruciale dans la compréhension du contexte de la disparition de Jean. En effet, peut-être qu'il a pu se servir de ces achats plus tard, mais nous le verrons dans la partie hypothèse. D'ailleurs, pour rester dans le cadre de la vidéosurveillance, c'est grâce à la famille de Jean que des enregistrements de vidéosurveillance vont être saisis. En effet, c'est la famille qui va indiquer la présence d'une caméra aux abords de la déchetterie à la gendarmerie. Et c'est grâce à cette vigilance-là que la gendarmerie va saisir des images et on a donc pu voir l'heure exacte du passage du fourgon à ce niveau-là, soit 18h47 le 3 août 2023, donc le jour de sa disparition, à 200-300 mètres du petit parking où sera découvert le véhicule. Par contre, on n'a pas d'informations, on ne voit pas de personne à l'intérieur en fait. On voit simplement le fourgon passer, mais on ne distingue pas s'il y a une ou plusieurs personnes dans le véhicule. En plus de cela, on sait que Jean est parti sans son téléphone puisque ce dernier a été retrouvé dans les affaires dans son véhicule également. Mais son bornage a quand même été analysé et on voit qu'il borne le jour de sa disparition à son domicile, puis un peu plus tard au niveau de Saint-Hilaire du Touvet, donc certainement quand il était sur la route, mais ça va pas donner plus d'informations que ça. On sait qu'il a passé un dernier appel et ça c'était après le départ de chez lui. Il a appelé à 17h50 son ami qu'il était censé rejoindre dans les Hautes-Alpes. Donc on pense qu'il l'a appelé pour prévenir de son arrivée, peut-être un peu plus tôt vu qu'il avait prévu de venir le week-end lui rendre visite. Mais pourtant son camion n'est pas du tout retrouvé sur le chemin pour se rendre chez son ami. Il a bien bifurqué de son itinéraire initial pour se rendre à Livet, égaré comme je vous le montre ici. Est-ce que c'est une erreur de sa part? Est-ce qu'il s'est trompé de chemin? Aujourd'hui, on n'a pas encore de réponse à ces questions. Si on regarde au niveau de ses réseaux sociaux, on sait qu'il postait assez régulièrement, notamment sur Facebook. Il avait d'ailleurs posté quelques jours avant sa disparition. On voit qu'ils sont totalement inactifs depuis le 3 août 2023. Et on sait également qu'il n'a pas utilisé depuis ce jour son adresse email. Parallèlement aux recherches des gendarmes, la famille de Jean se montre extrêmement active et impliquée. En fait, elle fait tout ce qui est en son pouvoir pour essayer de retrouver Jean. Voilà. C'est là qu'on a retrouvé ton camion. Voilà. Rien ici. C'est une vieille déchetterie. Qu'est-ce qui s'est passé après? Pourquoi le chien de la gendarmerie ne trouve pas ta trace? C'est hyper hostile.
Il n'y a rien ici. Je comprends pas. Au tout départ, les membres de la famille réalisent des avis de disparition qu'ils vont afficher dans tous les lieux où ils pensent que Jean a pu passer, les lieux significatifs pour lui. Ils vont effectuer des recherches, notamment sur le secteur de Livet et Gavet, au niveau d'usines désaffectées, de garages, de cabanes de chasseurs, sur les bords de la rivière. D'ailleurs, par rapport à la rivière, même si au moment de la disparition, le niveau d'eau était assez bas, ils ont tout de suite pensé à une noyade potentielle et donc ils sont allés voir au niveau des barrages. Ce qui est bien, c'est qu'on leur a expliqué que lorsqu'il y avait un corps assez imposant qui tombait dans l'eau, ils ne pouvaient pas en fait passer dans les turbines, ça bloquait le système et ils étaient obligés de le vider. Donc on peut penser par exemple à un corps d'animal sauvage, un cerf ou quelque chose comme ça, ou malheureusement un corps humain, si noyade il y a eu. Donc il n'y a pas eu d'arrêt de la machinerie à ce niveau-là. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que 2 fois par an, ils vident totalement les turbines et la famille est allée les voir le jour d'une des vidanges d'eau de la turbine. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, je ne suis pas très professionnelle sur les détails. Néanmoins, ils ont eu un peu de chance dans leur malheur et on a pu détecter qu'il n'y avait pas de corps à ce niveau-là. Ils vont appeler tout le monde, toutes les connaissances de Jean, notamment son ex-petite amie ou ses amis ou les personnes de sa communauté religieuse. Ça ne va rien donner. Ils essaient d'avoir peut-être une idée d'un lieu ou d'un endroit auquel il aurait pu aller. D'ailleurs, il avait parlé plusieurs fois de faire un week-end entre amis vers le col de la Bonnette, qui est situé au niveau du parc national du Mercantour. Il avait en plus de ça effectué des recherches sur cet endroit la veille de sa disparition. Mais par rapport au lieu de la découverte du fourgon, on peut mettre pour le moment totalement cette piste de côté parce que c'est pas du tout au même niveau. Bien évidemment, les hôpitaux, les cliniques de la région et même plus ont été contactés et ça n'a rien donné. Au niveau de cette zone de découverte du fourgon de Jean, on peut prendre plusieurs sentiers de randonnée et donc des recherches ont effectivement été effectuées à ce niveau-là. Mais c'est vrai que les forêts aux alentours sont denses et il est possible et très facile de passer à côté d'un indice ou d'une cache. Le frère de Jean, Charles, va remonter le GR50 depuis Gap avec plusieurs collègues à la recherche d'éléments, mais ça n'a également rien donné. La famille a été très intelligente. Avant de récupérer complètement le véhicule, ils ont acheté un tracker et ils l'ont disposé en dessous le véhicule au cas où Jean reviendrait à son véhicule et on pourrait suivre ses déplacements. D'ailleurs, la famille a même laissé un mot au niveau d'une vitre du camion, un mot très touchant avec un rappel de tous les numéros de téléphone des membres de la famille. Malheureusement, on a l'impression que Jean ne reviendra jamais à son véhicule puisque le véhicule n'a pas bougé et qu'on n'a pas reçu d'appel de sa part. Au milieu de toutes ces démarches, la famille va contacter l'ARPD, notre association, 3 semaines après la disparition de Jean. Nos enquêteurs vont accompagner la famille dans leurs recherches et notamment au niveau du tractage sur des lieux significatifs comme par exemple les gares des plus grandes villes. Également, la RPD a aidé la famille dans ses démarches de récupération des affaires sous scellés de Jean auprès de la gendarmerie et également de son véhicule fin août 2023. Important à noter, il semble que Jean ou quelqu'un d'autre avait masqué la plaque d'immatriculation arrière avec une planche. La vignette d'assurance et de contrôle technique ont également été masquées par l'apposition d'une grosse pierre sur le pare-brise, ce qui témoigne a priori d'une volonté de cacher le fourgon en le plaçant le plus loin possible du regard des passants potentiels. Les enquêteurs RPD et la famille ont fait des recherches autour du véhicule, au niveau du mur d'escalade non loin de là, mais aussi au niveau du lieu dit Les Clos. En effet, ils vont emprunter un chemin qui monte dans la montagne. D'ailleurs, quand ils vont être à ce niveau-là, ils vont apercevoir sur la gauche une grande croix en bois dont une des branches est cassée qui semble montrer une direction. C'est vrai que la symbolique les a interpellés. Au bout de quelques minutes, ils arrivent à une patte d'oie. C'est important parce que c'est à ce niveau-là qu'un témoin aurait vu Jean le lundi 7 août 2023, soit 4 jours après sa disparition. Selon Manon, c'est le témoignage le plus convaincant à ce jour. En effet, dans le chemin de droite, un homme qui promenait son chien explique que dans le sens de la descente, il aurait été doublé par un homme qui trottinait à la façon jogger.
En tournant la tête, le promeneur aurait reconnu Jean. Il portait un haut violet et un pantalon noir, tenue que portait Jean le jour de sa disparition. Il n'avait rien d'autre sur lui que sa tenue. La famille a donc à ce moment-là installé une caméra de chasse type GSM sur un arbre situé en face de la patte d'oie, permettant de capter en toute discrétion un éventuel nouveau passage de Jean qui déclencherait immédiatement une notification sur un téléphone portable avec prise de cliché. Malheureusement, ça ne donnera rien et d'ailleurs aujourd'hui, la caméra a été enlevée. Également, on a pu faire appel à l'association K9 SAR qui est partenaire de la RPD qui s'est déplacée sur place. Plutôt une équipe avec un maître chien et le chien OB qui ont fait des recherches à ce niveau. On voit bien que le chien emprunte le chemin de droite mais il va s'arrêter à un moment. Il va également faire plus de recherches mais ça ne va pas donner de pistes concrètes. On a également contacté une société de drones toujours partenaire de notre association. Je vous en avais déjà parlé lors de nos recherches sur le terrain à Boscodon, donc une vidéo que je vous mets ici pour la disparition de Monique Thibert. Donc ils se sont déplacés, ils ont effectué des recherches dans des lieux inaccessibles. Malheureusement à ce jour, ça n'a rien donné. Depuis le 3 août 2023, nous en tant que famille, on a mis beaucoup d'actions en place. Nous avons organisé des battues puisque la gendarmerie, elle, ne l'a pas fait. Nous avons fait énormément de recherches dans son téléphone, dans son ordinateur. On a fait venir une société de drones. Avec l'aide de la RPD, on a fait venir un chien de piste à plusieurs reprises. On a fait également venir des drones pour couvrir des zones qu'on ne pouvait pas explorer à pied. On a essayé au maximum de faire de l'affichage dans tout le massif des Écrins, dans tout le massif des Belledonnes. On a contacté l'ONF, les fédérations de chasse, les fédérations de pêche, les sociétés de taxi, les écolieux, les fermes alentours, les églises qui entourent toute cette zone. Et puis on a commencé à élargir progressivement notre zone de recherche puisque sur le terrain, à l'endroit de la disparition de l'endroit où on a retrouvé son camion, il n'y a pas de traces de Jean. On a plusieurs témoignages qui vont parvenir à la famille. Et pour certains de ces témoignages, on y a vraiment cru. Ces témoignages sont assez nombreux et on pense que c'est parce que Jean a un physique assez commun, comme je vous le disais au début de la vidéo. Il se peut même que des fois, Jean ait pu être confondu avec son frère Charles parce que c'est vrai qu'ils se ressemblent énormément. En septembre 2023, on va dire qu'il y a une piste qui avait donné beaucoup d'espoir à la famille, celle d'un homme qui randonnait et qui ressemblait énormément à Jean, autour du collet d'Alvar. En plus de ça, c'est un lieu qui est accessible par des chemins, par des sentiers de randonnée depuis le lieu de la découverte du véhicule. Donc c'était pas complètement impossible. Beaucoup de moyens ont été déployés par la famille. On a même fait revenir sur place l'équipe chien, maître chien de notre association partenaire. Bon, ça n'avait rien donné. Ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de personnes sur place avaient pu échanger avec ce randonneur solitaire. Et à chaque fois, les témoins reconnaissaient Jean et décrivaient une même tenue vestimentaire. La RPD a retrouvé des randonneurs qui auraient croisé cet homme, notamment au niveau d'un refuge. Cet homme se décrivait comme étant belge et l'équipe donc a comparé les points qui pourraient correspondre à Jean ou non, selon tous les témoignages. Je vous mets ici, mais je vais pas tout vous dire en rouge, ce qui diffère avec Jean, en vert, ce qui pourrait correspondre. En gros, ce qui différait, c'est surtout le fait qu'ils y habitaient en Belgique, qu'il semble avoir une femme et un enfant qu'il a montré en photo sur son portable, et aussi le fait qu'il avait un équipement dernier cri assez onéreux. Pour autant, il y a des choses qui faisaient penser à Jean, donc notamment son physique, et aussi une des premières phrases qu'il a dit à ses randonneurs, ça concernait l'affiche de recherche de Jean qui était apposée à ce niveau-là, au niveau du refuge. Il aurait dit « Oh, vous avez vu, il y a quelqu'un qui a disparu, c'est flippant », en rigolant. Ce qui les avait beaucoup interpellés à ce moment-là. Donc on apprend aussi que lui et les deux autres randonneurs avaient pris un bus qui les avait déposés à la gare de Goncelin. La vidéosurveillance à ce niveau a pu être réquisitionnée sur demande de la famille et c'est là que vous voyez l'importance des détails dans la description d'une personne. Je vous mets les clichés qui m'ont été fournis.
on pourrait vraiment penser à Jean. D'ailleurs, la famille a vu la vidéo et la mère s'est posé des questions, elle savait plus quoi penser. Mais c'est le père qui en est certain, il ne s'agit pas de son fils, il ne s'agit pas de Jean, par rapport à certains détails physiques que lui seul pouvait voir. Il y a eu plusieurs autres témoignages assez nombreux, notamment un moment sur la zone de Chambéry. Soit on a parlé d'un homme esselé qui avait été vu au niveau d'un passage piéton, qui avait l'air un peu fragile psychologiquement. Ça, c'était des personnes en voiture qui l'auraient vu. Et il y a également quelqu'un qui aurait pris une personne lui ressemblant en stop. Il se dirigeait vers le Touvet, donc ça c'est assez cohérent puisque le Touvet c'est un lieu qu'il connaît. Donc déjà il a un ami qui habite là-bas. Et en plus de ça, il allait faire ses courses, vous savez, avant sa disparition, là-bas également. Donc cet homme avait une tente et un sac sur lui, mais malheureusement, ces témoignages n'ont rien donné. Le témoignage qui semblait le plus prometteur de base était celui d'un homme qui connaît les parents de Jean et donc qui connaît Jean également. Apparemment, il aurait vu Jean faire du stop le 14 octobre 2023, ce qui correspondrait un petit peu avec la personne qui l'aurait pris en stop aussi en octobre 2023. On ne sait pas s'il s'agit du tout de la même personne. Cette connaissance qui était en voiture aurait vu Jean faire du stop sur le bord de la route et le temps de faire demi-tour, il aurait disparu. Il aurait porté une casquette noire dans la main, un petit sac à dos, un jean et un pull rouge. La famille apprenant ce témoignage de manière fortuite, son positionnement est assez délicat quant au dire de cette personne. On ne peut pas vraiment savoir quoi en penser, mais ça voudrait dire en tout cas que Jean aujourd'hui est en train d'errer quelque part et qu'il est en vie. A noter qu'aujourd'hui, au niveau du parking, il n'y a plus le véhicule de Jean, mais il y a un mot d'explication et d'amour qui a été affiché par la famille. Également, à noter qu'au début d'année 2024, le dossier est finalement retourné à la gendarmerie de Challes-les-Eaux. Et très important, la famille a saisi un avocat, donc un avocat spécialisé dans les disparitions, qui est membre associé de notre association ARPD. Vous le connaissez cet avocat, je vous en ai souvent parlé, surtout pour les disparitions de cette zone, donc en Isère, c'est Maître Boulou. Donc grâce à lui, une plainte pour arrestation, enlèvement, détention arbitraire ou séquestration a été déposée au greffe du tribunal judiciaire de Grenoble et un juge d'instruction a rapidement été désigné. Donc selon Maître Boulou et ses propos, le cadre criminel va permettre à la famille d'avoir plus de moyens pour investiguer et lui va pouvoir, au nom de ses clients, faire des demandes d'actes auprès du juge d'instruction. Pour lui, donc, toutes les pistes restent ouvertes, mais la piste criminelle doit être envisagée. Et à noter qu'au moment où je tourne cette vidéo, je sais que la famille a son premier rendez-vous avec le juge d'instruction. Donc si j'ai d'autres infos entre-temps que je peux vous partager, je le ferai. Aujourd'hui, comme l'a dit Maître Boulou, plusieurs pistes sont possibles. Il y a une piste que la famille réfute complètement, c'est la piste du suicide. En effet, la famille pense que cette piste ne serait pas du tout en adéquation avec la foi de Jean. En plus de ça, Jean n'aurait jamais laissé sa famille, dont il était très proche, sans nouvelles. Après, on ne peut pas complètement ignorer en effet cette piste non plus, mais on n'a pas de preuve qu'il aurait mis fin à ses jours. On peut également penser à cette fameuse piste criminelle et notamment à une mauvaise rencontre sur la route. En effet, on peut se poser des questions. Pourquoi est-ce que Jean s'est garé sur ce parking isolé? Il faut vraiment connaître le lieu et lui, il n'y avait aucune attache avec ce lieu-là. Est-ce qu'il aurait pris quelqu'un en stop et est-ce que ça aurait mal tourné? C'est très possible en effet, parce que Jean était adepte du stop, donc il aurait très bien pu prendre quelqu'un en stop et ça aurait pu dégénérer. Mais pourquoi? En tout cas, pas pour la raison du vol, puisque toutes les affaires, même des affaires précieuses, on va dire, et onéreuses de Jean ont été retrouvées dans son véhicule. On peut penser aussi que Jean aurait pu monter dans un véhicule contre son gré. Même si rien ne vient appuyer aujourd'hui cette hypothèse, il faut cependant qu'elle reste envisagée. On peut aussi penser à l'hypothèse d'un accident, d'une chute fatale. Comme on a pu le voir autour du parking, il y a plusieurs sentiers de randonnée. D'ailleurs, le témoignage le plus crédible provient à ce jour d'un homme qui aurait croisé Jean seulement 4 jours après sa disparition sur un chemin en forêt. Donc est-ce qu'il aurait fait une mauvaise chute? C'est malheureusement tout à fait possible. Le corps n'aurait encore à ce jour pas été retrouvé. La piste la plus optimiste et sur laquelle reposent tous les espoirs de la famille est celle de l'errance. Et c'est une piste tout à fait possible. En effet, il faut le rappeler, au moment de la disparition, Jean n'était pas en pleine possession de ses moyens psychologiques.
Additionné à cela, il était extrêmement fatigué. En plus, il avait remis pas mal de choses en question suite à son stage de guérison effectué seulement quelques jours avant sa disparition. Et selon les propos qu'il avait évoqués à sa famille, il avait vécu une sorte de renaissance. Est-ce qu'il a voulu changer totalement de vie? On peut penser d'ailleurs à plusieurs types d'errance, donc la piste de l'ermite par exemple. Est-ce que sur un coup de tête, il a fait le choix de vivre dans la solitude et le recueillement, le choix d'une vie spirituelle en pleine nature? On peut le penser. On sait en plus de ça qu'il était très pieux, qu'il n'était pas du tout en adéquation avec l'évolution de la société actuelle. Et sa mère va noter quelque chose d'intéressant. Quand elle regarde dans ses affaires, il manque une couette, mais il manque également un panneau en contreplaque de dimension approximative d'1,50 m sur 1,80 m. C'était un panneau qui était prévu pour l'habillement de son fourgon. Donc on suppose que ce panneau pouvait servir pour se cacher dans les bois et la couette pour dormir dans les bois. Mais où serait-il depuis tout ce temps? Avec quoi il vivrait? Et est-ce que cette piste pourrait avoir un lien avec les achats qu'il a effectués quelques jours avant sa disparition? Comme on ne connaît pas la nature de ces achats, aujourd'hui on peut penser que c'était des achats pour survivre dans la nature, donc notamment de la nourriture ou de l'eau en grande quantité. Mais on peut aussi penser qu'il ait trouvé refuge dans une ferme qui pratique le woofing, où il échangerait le gîte et le couvert contre son travail dans la ferme. Il aurait pu marcher un temps, tomber sur un lieu donc, propice au woofing et le pratiquer sans savoir pour autant pour les personnes autour de lui qu'il était recherché et lui sans se rendre compte à quel point ça pouvait inquiéter sa famille. Parce qu'il est possible qu'aujourd'hui son état psychologique ne se soit pas encore rétabli et qu'il soit complètement désorienté. Peut-être qu'il est à ce jour dans la rue, esselé, sans domicile fixe. Par contre, on ne pense pas que cette décision au moment de sa disparition était complètement éclairée. On pense de toute façon qu'il n'a pas pu disparaître volontairement vu que son discernement semblait altéré. Son état de santé, en effet, ne semble pas à ce moment-là compatible avec la mise en exécution d'un raisonnement construit et logique. Mon frère, c'est quelqu'un qui est croyant. Donc sa foi elle est très importante pour lui. C'est pour ça que pour nous la piste du suicide en fait elle n'est pas envisageable et il est trop croyant pour ça pour nous. Il y a plusieurs pistes que nous en tant que famille on envisage. Il y a la piste de la chute par rapport au terrain qui est accidenté dans lequel on a retrouvé son camion. C'est vrai qu'une chute est possible. La deuxième possibilité c'est celle d'une mauvaise rencontre au moment de son départ. Et puis pour nous, il y a la piste qui est la plus acceptable et la plus tolérable au niveau de l'espoir qu'on a de retrouver Jean. C'est le fait qu'il se soit retranché dans un écolieu ou dans une ferme dans laquelle il pourrait travailler en échange du logis et du couvert. Parce que c'est quelqu'un qui est maraîcher de formation. Et tout ce qui touche à la terre, à la nature, c'est quelque chose qui lui tient vraiment à cœur. Donc on se dit qu'il pourrait être dans une sorte d'endroit comme ça, ou alors qu'il serait dans une sorte d'errance un petit peu perdu au niveau de ses repères spatio-temporels et qui pourrait malheureusement être dans la rue. Et pour nous, c'est pas acceptable de le laisser dans cette situation et on le cherchera tant qu'il faut le chercher. On a mis beaucoup de choses en place et maintenant, ce qui est dur, c'est l'attente des témoignages, l'attente de personnes qui pourraient savoir où il se trouve et qui ne le disent pas, ou quelqu'un qui lui aurait fait du mal ou qui le garderait près de lui pour on ne sait quelle raison. Donc voilà, maintenant ça commence à être long, ça fait plus de 7 mois, on a besoin de réponses, on a besoin de comprendre, puis on a surtout besoin de le retrouver. Donc vous avez vu, je vous ai donné le maximum d'informations pour que vous compreniez l'historique, le contexte, les lieux. Et on a besoin aujourd'hui de tous les témoignages qui pourraient aider à retrouver Jean Villemard-Tessier. Il y a plusieurs moyens pour nous contacter. Donc soit vous contactez directement la gendarmerie le 17, soit vous contactez directement par mail ou vous contactez l'association. Ou si vous avez vraiment envie de témoigner anonymement, vous pouvez le faire. Je mets en place un Google Form comme je l'avais déjà fait pour la disparition de Micha que je vous mets ici. Un Google Form complètement anonyme. Si vous avez vu Jean après sa disparition, soit après le 3 août ou si vous avez des informations qui pourraient aider à
à le retrouver. 2 mois après sa disparition, on a perdu notre grand-père et c'est vrai que mon frère Jean ainsi que mes sœurs et moi-même, on est très proches de nos grands-parents et je sais que c'est pas de sa faute. Il aurait aimé être là et pouvoir accompagner ma grand-mère dans cette épreuve et je pense qu'il aurait aimé pouvoir prendre la parole pendant la cérémonie d'enterrement. On a parlé pour lui en son nom et j'espère que ce qu'on a dit lui aurait plu. Voilà, c'est une épreuve aussi qu'on aurait aimé pouvoir vivre avec notre frère et c'est vrai que maintenant je m'adresse à toi, mon frère Jean, mon frangin comme je t'appelle. Si tu vois cette vidéo ou si des gens autour de toi voient cette vidéo, bah, j'aimerais pouvoir te dire que je t'aime et que tu nous manques et j'ai vraiment hâte qu'on puisse se retrouver et faire du parapente ensemble et vivre ensemble comme avant. Je t'aime. Je vous remercie énormément d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je remercie évidemment la famille de me faire confiance. J'espère que vous allez liker, commenter et partager cette vidéo. Et nous, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous et de vos proches.